je me demande vraiment pourquoi je suis ici, parce que en fait, les films de Louise et Dilla parlent d'eux-mêmes et ils n'ont certainement pas besoin de moi pour une explication. Mais j'aimerais quand même dire pourquoi j'ai suggéré à Karim de les présenter ici. Aujourd'hui, la représentation en 3D par tous les outils numériques est devenue quasi obligatoire. La représentation virtuelle devient plus réelle que ne l'a jamais été le dessin traditionnel. On peut se promener à travers un bâtiment, devant un écran d'ordinateur et faire un film virtuel de nos déplacements. Si certains architectes donnent à des chirurgiens des lunettes Oculus et leur demandent de collaborer à la conception dans une salle d'opération virtuelle en indiquant les espaces nécessaires à chacun de leurs gestes, d'autres, souvent des stars architectes, se servent de nouveaux logiciels de représentation pour se perdre dans des formes grisantes, symboles de leur brand architectural, outil vendeur par excellence. On achète le branding plus que le bâtiment en lui-même. On en est venu à oublier l'un des principes essentiels de l'architecture, qui est de créer pour un utilisateur un espace ressenti psychiquement, un espace où on se sent, que cela soit pour y vivre ou pour y travailler. Aujourd'hui, la représentation virtuelle permet d'oublier l'humain. Tout comme les jeux vidéo, où on tire sans cesse sur des petits bonshommes qui n'existent pas, les utilisateurs des bâtiments représentés en 3D n'existent pas vraiment. Aux yeux de la critique architecturale, le critère image prime au détriment des critères d'espace créé ou d'utilisation dans le présent et d'adaptation dans le temps et dans le futur. Surtout, aucune critique de l'après-réception du bâtiment, du retour sur la conception d'origine. Pas de cours en école d'architecture sur le feedback des utilisateurs de nos bâtiments ou de nos projets urbains. On ne donne pas d'étoiles sur Amazon après avoir vécu dans un bâtiment. Pas de like sur un tel espace. Le grand mérite de Becca et de Lemoine est d'avoir permis ce feedback. Leurs films laissent parler ceux qui vivent dans les bâtiments, qui se promènent dans les villes, ceux qui nettoient, qui lavent les vitres, ceux qui doivent réparer, surtout les erreurs de conception. Visionner les 25 films de leur création permet un voyage dans l'univers architectural et urbain mondial de ces 30 dernières années. Leur médium, le film, est comme l'architecture, une série de séquences toujours en mouvement. Cette fois, c'est un vrai film avec des vraies personnes. Il permet de voir le parcours. En tant qu'architecte, nous ne faisons qu'imaginer. Un véritable service après-vente pour architectes. En faisant parler ceux qui doivent utiliser les constructions et non pas simplement les regarder de l'extérieur, il nous offre un regard critique, surtout un autre regard. On ne verra plus jamais Bilbao sans penser aux difficultés des laveurs de façade, ou le 8 de Big sans le facteur sur les coursives ou les habitants harcelés par les touristes. C'est vraiment notre chance qu'ils soient présents parmi nous pour parler de leur travail, une autre représentation. Et j'aimerais vraiment remercier Karim pour une fois de m'avoir écouté. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités. On sera après la présentation si c'était vraiment une bonne idée ou pas. On va voir. En tout cas, il y a, dans la présentation d'Elisabeth, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on s'était dit au départ avec Louise quand on a commencé à faire le film. Alors, je voulais juste te dire qu'une grande partie de notre travail se base sur l'improvisation des gens qui bougent dans un espace. Et donc, on ne pouvait pas écrire un texte, parce que justement, on ne peut pas écrire un texte sur une improvisation. Donc, comme on fait toujours, on improvise. Parce qu'en plus, c'est très compliqué de venir devant vous, devant tout le monde, parler de son propre travail. C'est très complexe. Ça, je serais beaucoup plus à l'aise en parlant de quelque chose d'autre. Mais vous présenter son propre travail est compliqué. Alors, comme on fait très souvent, on ne parle pas trop de notre travail, d'autant plus que c'est un travail qui est... Ce sont des films, donc c'est censé être tout dans le film. En fait, on fait des films parce qu'on met tout dans le film. Donc c'est compliqué, mais en même temps, on dit toujours qu'on peut un peu raconter comment on a commencé à faire ces films et pourquoi on fait ces films, et pourquoi aujourd'hui, plus que 10 ans après, on continue à faire ces films. La première considération, c'est que quand on s'est rencontré avec Louise,
on était évidemment très intéressés par l'architecture, tous les deux, pour deux raisons différentes. Et on s'est dit un peu plus ou moins ce que Elisabeth a dit. C'est surtout moi, à cause de mes études d'architecture, j'ai toujours trouvé très, très, très étrange qu'on ne parle d'architecture d'une façon que jusqu'au moment où de la livraison du bâtiment. Jusqu'à ce moment-là, on parle énormément et puis on coupe, on livre le bâtiment, on fait la fête et le lendemain, tout est oublié, on commence à parler d'un autre bâtiment. Alors que c'est à partir justement de ce moment-là qu'on va voir que tout le travail que l'architecte a fait, toutes les projections qu'un architecte a fait pendant des années sur ce bâtiment-là, je me suis dit, mais même pour un architecte, ça serait quand même très intéressant de savoir ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait souvent avec les architectes. On est allé demander, mais vous y allez après avoir livré un bâtiment? Alors, on a découvert, par exemple, que Renzo Piano, il va très souvent dans ces bâtiments cachés. Il se met derrière des colonnes et il regarde. Il a même fait en incognito pour regarder comment ça fonctionne, tout ça. Alors, on s'est dit, voilà, un des points qui nous intéresserait beaucoup de traiter, ça serait justement ça. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on s'est dit, mais il y a aussi d'autres choses qui nous intéressent énormément. Et on s'est retrouvé un jour c'était un aéroport, et on a commencé à parler comme ça. Et on a fait une liste de choses qu'on aurait bien aimé voir dans des films et dans des photos aussi, dans tout ce qui était la représentation de l'architecture. Et on s'est dit, tiens, on ne voit jamais ça, on ne voit jamais ça. Et pourquoi on ne voit jamais ça, on ne voit jamais ça? Et on a commencé à faire une petite liste. En faisant cette liste, on s'est retrouvé devant cette liste qu'on a essayé de la recréer après. Après, on avait jeté un peu le papier, mais on s'est dit, on l'a tellement dans la tête maintenant. Avec cette petite liste, on s'est dit, tiens, on va mettre tout ça, tout ça, tout ça. Mais au premier point, tout de suite, c'est quelque chose que pour nous était très, très évident. C'est on aimerait que dans tout ce qui est représentation de l'architecture, il y ait aussi des gens. Tiens, et on s'est dit, mais quelle banalité, mais c'est complètement idiot ce qu'on dit. En fait, c'est totalement stupide. Comment il y a des gens, c'est l'architecture est faite pour les gens. Et on s'est dit, mais il n'y a pas de gens en fait. Il y a pas. Et moi, en ayant regardé quand même des années de magazines, tous les magnifiques magazines italiens, il n'y avait jamais tous les photographes italiens aussi d'architecture, il n'y a jamais personne. C'est magnifique, c'est vraiment le vide total. Et on s'est dit, tiens, il faudrait en fait qu'on remplisse à fond, on mette vraiment énormément. Donc on veut avoir tellement de monde qu'on ne voit plus l'architecture. Ça serait super faire un film où on ne voit plus rien à cause des gens qui sont dedans. Et comme ça, on a continué et on a dit, mais en fait, ce qu'on voit jamais non plus, on voit la vie ordinaire aussi d'un bâtiment, on ne la voit jamais. On voit toujours des moments extraordinaires, qui sont des moments où on prépare l'architecture. L'architecture est dans son meilleur état. Alors que nous, on aimerait bien le voir dans son mauvais état. En fait, c'est ce qu'on voit tout le temps. En fait, on ne voit jamais l'architecture comme on voit dans les magazines ou dans les films. Et aussi, lié à ça, on s'est dit tout de suite, tiens, on voudrait voir les invisibles aussi, ce qu'on ne voit jamais. C'est qui les invisibles? C'est un peu les gens qu'on ne voit jamais dans les architectures. C'est les gens qui, justement, travaillent avec l'espace, dans l'espace. C'est-à-dire l'entretien, tous les gens qui connaissent très très bien l'espace, mais physiquement, pas intellectuellement. Et nous, on les appelle les invisibles, donc donner de la lumière aux invisibles. Après, de parler d'un espace humain, le corps, le mouvement, c'est-à-dire que, évidemment, nous, en vivant dans l'architecture, on apprend ce que c'est l'architecture en bougeant. Alors que dans les films d'architecture, on n'en parle même pas des photos, mais dans les films d'architecture, la caméra, le maximum du mouvement qui fait la caméra, c'est un petit travelling comme ça qu'il peut faire, juste pour nous montrer un peu mieux deux colonnes. Alors qu'on s'est dit, mais suivant quelqu'un, juste on se met derrière et juste en regardant avec lui, on comprend beaucoup mieux parce que l'architecture, on l'expérimente avec le mouvement. Enfin, je crois que je continue à dire des choses très banales parce qu'on se disait, mais c'est en fait la liste de banalités. Et en fait, oui. Et après, on s'est dit, voilà, allons-y jusqu'au bout. Après le désordre, la saleté, le nettoyage, l'entretien, la spontanéité, l'humour, l'ironie, il n'y a pas évidemment. Bon, ça c'est un grand tabou dans l'architecture, c'est l'ironie et l'humour. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Et la liberté de parole aussi. Est-ce que ça a fait ça nous a créé beaucoup de problèmes. C'est le fait de pouvoir donner la liberté de parole, c'est-à-dire que tout le monde peut dire ce qu'il pense. Ça, c'est ce
excusez-moi de dire ça, mais bon, c'était un peu ça, l'idée c'était un peu ça. Voilà, on l'a fait. Et après, les imprévus, les accidents, et la pluie aussi, bon, je continue à dire, plus je lis, plus je me rends compte que c'est banal. Mais en effet, on n'a jamais représenté la pluie en architecture. Le mauvais temps, parce qu'évidemment, quand il pleut, c'est pas très beau, et du coup, on attend. On a beaucoup d'amis qui font de la photographie d'architecture, et ils prennent 3-4 jours pour attendre la belle journée pour faire les photos. Parce que s'il pleut, évidemment, ils disent, je peux pas travailler, donc ils restent à l'hôtel. Et après aussi, ce qui nous gênait beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'on voyait un film d'architecture, c'était qu'à la fin du film, on avait tout compris, on savait tout, et tout était parfait. On avait compris le projet dès le début, l'idée du début, le développement, jusqu'à la fin, tout ça. C'était super, on avait vu les meilleures images et tout, donc on n'avait même plus besoin d'y aller, tout était compris. Alors on s'est dit, il faut fragmenter, déconstruire ce pouvoir d'image, il faut créer de la frustration. On voulait faire des films où à la fin, les personnes qui regardent le film se trouvent frustrées, ils disent mais j'ai rien vu. Oui, voilà, comme ça, juste pour casser sur cette sorte de globalité de l'image. Et après, je vais très vite, sinon on ne va jamais finir, parce qu'on a 25 films, donc il faut qu'on parle. Et après, donc, on a attaqué les icônes, parce qu'on a commencé à faire des films dans la période de Star Architects, les architectes stars, où en fait on ne pouvait pas on pouvait pas toucher l'icône. L'icône est parfaite, c'est quelque chose d'intouchable. Donc on s'est dit, ça serait bien quand même qu'on puisse aussi en parler tranquillement. Et après la musique. Oui, dernier point juste important, c'est Louise qui me regarde, elle a peur qu'on va déborder. On s'était dit, on ne va pas mettre d'architecte. On ne va pas mettre d'experts, ni des relations publiques, ni des propriétaires de maisons. Pourquoi on voudrait éviter cette parole comment dire, de fierté. On voudrait juste parler de l'architecture sans cette grande connaissance des experts de fierté, juste pour parler de l'espace. En fait, ce qui nous intéresse, c'est les rapports à l'espace, mais vraiment très concret et physique, l'expérience. Et voilà, à la fin, on finissait en disant, est-ce qu'on est capable de faire ressortir un peu la poésie de l'espace, l'émotion qu'un espace arrive à communiquer aux gens. Donc on a fait, on s'est dit, bon, en commençant, vu qu'on a ces points, pourquoi pas, on avait une opportunité pour faire un film dans un de ces espaces magnifiques, qui était aussi une icône, qui était la maison à Bordeaux de Rem Koolhaas, qui est la première, voilà, celle-ci. Et on s'est dit, avec tous ces points, qu'est-ce qu'on peut faire, et on avait la grande chance d'avoir rencontré cette dame qui s'appelle Guadalupe Cedo, qui est la dame qui s'occupe de la maison. Alors, c'était une idée assez provocatrice, liée à une sorte de liste qui pouvait faire une sorte vaguement de manifeste. Donc, les deux choses allaient ensemble. On s'est dit, allons-y, essayons de la suivre pendant 10 jours, une semaine, 10 jours, voir avec elle ce qui va se passer. Et on a fait notre premier film, qui est après devenu un peu une sorte de matrice pour tous les autres films, dont on va maintenant en parler une demi-heure pour chaque. Ça, c'est le début du premier film. Peut-être que le volume n'est pas assez fort. Bon, c'est la scène d'ouverture qui dure 1 minute, mais le film dure 60 minutes, donc c'est un long film. Il commence comme ça avec elle, c'est juste une présentation un peu à la Kubrick. On nous a dit souvent, ouais, mais ça on dirait Kubrick, alors que nous on était inspirés par Tati. Donc c'est un film raté. Et donc voilà, la maison de Rem Koolhaas, que j'imagine que quelqu'un d'entre vous connaît. Donc voilà, c'est quelques images.
Et ça, c'était l'idée de faire ce film dans cette fragmentation dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'était justement de ne pas faire un récit global, mais juste des petits moments. Donc on s'est dit, on va tout couper. On va couper en 26, je me souviens, 24, 25, 7, 24. C'était les Elements of Architecture avant Biennale. Voilà, parce qu'on s'est dit, tiens, Guadalupe, on va être avec elle, et à chaque fois qu'elle nous parle de quelque chose, on va le couper, on va faire un petit chapitre. Comme ça, à la fin, c'était un peu notre idée au début. À la fin, chacun qui voit ce film, chacun peut, en regardant le film d'abord, il oublie qu'on parle d'architecture, parce que c'était pas ça le but. Mais à la fin, en ayant du matériel qu'on a créé aussi en faisant un livre aussi, mais il peut se recréer dans la tête l'espace de la maison. Alors tout ça a démarré sur une idée très simple qu'on avait en tête, c'était de recréer le concept de la mémoire quand on rentre dans un espace. Quand on expérimente un espace, c'est-à-dire on rentre dans par exemple le Beaubourg, on rentre au Beaubourg, on fait un tour au Beaubourg, on n'est jamais allé. On rentre dedans, on avait pensé à ça, on rentre dedans, on se fait un tour, chacun fait son tour à sa façon, donc c'est très personnel, chacun regarde autour, et puis évidemment vous n'avez pas la possibilité de regarder partout, ce qu'on fait par contre dans les films d'architecture, vous regardez juste quelque chose de très personnel à vous, et puis vous rencontrez un petit enfant, et puis un monsieur, et puis vous parlez avec le gardien, tout ça, et puis il y a un rayon soleil magnifique ce jour-là, tout ça, donc vous sortez. Et nous, on s'est dit ça. Quand on sort, chacun d'entre nous a dans la mémoire, parce qu'on est très intéressé sur comment fonctionne la mémoire, la mémoire donc, a stocké des petits moments, en images évidemment, et stocke dans la tête des petits moments. Et cette collection de petits moments qu'on a passés là-dedans, font en sorte qu'on va recréer l'espace mentalement de cette architecture. On voulait reproduire ça, c'est-à-dire on va donner des petits moments de notre expérience, mais qui est complètement subjective, donc c'est des films absolument subjectifs. Et avec ça, on recrée l'espace de la maison en entier. Pour aider à faire ça, donc ça c'était le dessin qu'on avait fait avant de faire le film. Pour faire ça, on s'est dit, ça serait quand même sympa à la fin, quand on a vu le film, de pouvoir savoir où on était dans la maison. Et donc, on a fait un livre dans lequel on a mis beaucoup de choses, surtout des textes qu'on avait nous-mêmes écrits pendant le tournage. Et on s'est dit aussi, ça serait sympa aussi de mettre, pour chaque de ces petits chapitres-là, les parcours, comme ça, on sait. Mais ça, a posteriori, c'est-à-dire une fois terminé le film, vous avez envie ou vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Si vous avez envie de voir bien où elle est, voilà, on sait à chaque fois où elle est. Alors ça, c'est un chapitre, et ça, c'est tous les chapitres. Donc c'est tout le film, donc le désordre, la confusion et la complexité. Alors ça, c'était... Je vais très vite, parce que je sais que ça passe très vite, parce qu'on a beaucoup d'extraits à vous montrer. Ça, c'était le premier film. Et alors maintenant, comme Louise, elle est très très rapide dans la discussion, je passe la parole à elle et on ira en 10 secondes au dernier. Voilà. Oui, merci. Non, on va aller très vite. Vous voyez comment elle ouais. Voilà, là on passe 6 ans de travail. En fait, oui, évidemment, il faut faire des choix, mais on voulait vous les montrer dans leur continuité, parce que Colas House Live, notre premier film, était vraiment une sorte de matrice, de questionnement par rapport à ce qu'on pouvait proposer comme mode de représentation en architecture. Et avec ce premier film, on s'est dit, bon, il y a des choses qu'on a expérimentées, mais qu'il faudrait développer, qu'il faudrait essayer ailleurs, peut-être dans d'autres typologies d'architecture, peut-être dans d'autres échelles de bâtiments. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Suite à celui-là, on a travaillé toujours dans un registre. Alors ça, c'était un choix de départ. Ce qui nous intéressait, en allant très, très vite, pas forcément présenter les choses comme ça, mais au début, notre réflexion était vraiment sur l'époque qu'on vivait et ce qu'elle produisait en termes d'image de l'architecture du moment. Et donc, on se disait que... Voilà, cette architecture qui fait rêver les jeunes étudiants en architecture, qui nourrit notre imaginaire, etc., en termes de représentation, était quand même, assez pauvre, parce qu'elle était dans un rapport vraiment d'utilité. Elle était très utilitaire par rapport à l'architecte, à l'agence, où elle était dans un rapport pratiquement publicitaire, si vous voulez. On a voulu... promotionnel. Et donc, on avait voulu, dès le début, essayer de décoller ce rapport d'utilité entre l'image et l'architecture.
Et donc c'est pour ça que d'emblée, on s'est intéressé à une architecture extrêmement médiatique, qui était l'architecture des Pritzker Prize. Donc les premiers films que l'on a faits, on a travaillé sur une architecture de Colas, d'Herzog et de Meuron, de Renzo Piano, de Richard Meyer, de Guéry. Et donc ça, c'était vraiment un choix initial pour essayer de complexifier ou de donner un peu plus d'épaisseur à la connaissance qu'on avait de ce type de bâtiment-là. Parce que nécessairement, l'architecture, si on ne se déplace pas, eh bien, c'est essentiellement l'image qui est le véhicule de sa connaissance. Alors, conscient de cette responsabilité-là de l'image, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et suite à ça, on a navigué sur d'autres typologies de bâtiments, mais celui que je voudrais vous présenter maintenant, c'est le Barbican Center de Londres. Immense projet. Attendez, hop, je reviens en arrière. Voilà. Immense projet dans le cœur de Londres, de la City de Londres. Projet d'après-guerre construit sur une zone bombardée par la Deuxième Guerre mondiale. Et au cœur de cet immense ensemble de logements, vous avez le centre culturel, le Barbican Center. Et c'est le Barbican Center qui nous avait demandé de faire un portrait d'eux. C'était une lourde responsabilité. Ils nous ont donné un appartement. On a habité là pendant 1 mois. Et l'idée, c'était de restituer, sous la méthodologie qu'on avait développée jusqu'à présent, de façon très intime, sous la forme du journal, un portrait du Barbican. Alors, le film s'appelle Barbican parce qu'on s'est vraiment immergé dans l'univers du Barbican comme si c'était un microcosme, une cité en soi, une unité. Donc, le film est structuré sur le temps qu'on y a passé. Donc, c'était un mois de juillet avec 31 jours. Et le film est construit sous la forme de 31 fragments qui restituent de façon très, comme ça, à la fois très fragmentaire, très homéopathique, des situations vécues à l'intérieur, soit de la partie des logements, parce que comme je vous disais, il y a à peu près 2000 logements, puis il y a le centre culturel qui est absolument énorme également. Il y a une bibliothèque, c'est absolument énorme l'ensemble du Barbican. Donc voilà, une vision de la composition du montage à travers tous ces portraits, ces personnages. Quelques figures emblématiques que l'on retrouve dans le film, des habitants. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs générations qui cohabitent, les premiers habitants dont Regina faisait partie, et évidemment des nouveaux arrivants. Alors le profil sociologique est extrêmement différent parce que c'est un bâtiment dont la notoriété, l'appréciation a beaucoup évolué au cours des décennies. Une autre des premières habitantes. Voilà, et donc ça nous intéresse beaucoup de traverser sur ces différentes typologies de personnes, quelques images, voilà, une vue d'ensemble. Et on va vous montrer un extrait. En fait, c'est plusieurs petits extraits du film. Le film aussi a une durée de 90 minutes, c'est un long film. Et donc, comme il est complexe en travaillant sur la forme fragmentaire, pour vous donner une idée de l'ensemble, c'est très compliqué. Donc là, on a choisi 2 petits extraits. So, do you want me to talk to you or to the camera? Better to the camera. To the camera, okay. So, I feel slightly uncomfortable standing here with the door open because this is not something that we do. This is not a door open kind of estate. Everybody keeps very much to themselves, and security is, in some ways, it's just as much about privacy as it is about keeping other people out and preventing people from stealing your belongings, for example. So I would feel a lot more comfortable if you actually came in. Okay. But there are a lot of steps in order to enter to someone's place here. There are a number of levels. When you came in, initially I was a little perturbed because you didn't buzz the doorbell downstairs, and that made me just ever so slightly nervous. But in a way, far more than nervousness, because I'm not that worried about people who don't belong here being here. It's more like a kind of personal affront, you know, that you have managed to step into my private realm that I have worked so hard and paid so much money to create for myself, and you just waltz in because somebody left that door ever so slightly open. Je
crois que j'ai oublié mon français un peu, parce qu'il y a 63 ans que j'habite ici. Hein. D'accord. 63 ans, moi j'habite ici, moi j'habite dans le coin. Yes, I'm in the corner, I'm not in the carpeted place, you see. Well, I must put all the lights on for you in case you fall down. Now we put the first light on, hold the door, and the second light on. There we are. That's my abode, my miserable abode. Ça devient de pire en pire chaque année. Il y a 2 ou 3 ans, c'était encore possible, mais maintenant, ça devient totalement impossible. You see, all you see here is the dust of 44 years, you see. 44 years old in here. It hasn't been redecorated. Well, it's been washed occasionally, you know, but it hasn't really been redecorated. Ben oui, je vis avec les papiers parce que je suis très seule. Because I'm so lonely. Papers are my friends, you see. I haven't got any. Ah, gosh, well, So I'm always terribly busy. Keep busy. That's the solution when you grow old. You must keep busy. Otherwise, you turn senile. You know? La pollution. Et alors, quand je ne peux pas sortir, quand je ne peux pas faire les choses que j'ai envie de faire, je suis très misérable. Alors je me disais, si ça continue comme ça, si je suis malade, si je suis éclopée, je préfère disparaître. C'est-à-dire? Be no more. I mean, if you can't live your standard of life that you're setting yourself to, there's no point in continue on living, is there? I have no inheritance, I have no children, nobody, no close people, so what's the point? Soudain, je vois pas de solution pour rien. Je trouve que la situation est désespérée, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur, il n'y a rien. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais ici? C'est inutile. Hein. Bon. Il faut dire que suite à la projection de ce film, parce que nous avons évidemment fait des portraits comme ça individuellement et les gens ne se connaissent pas du tout. D'ailleurs, il y a des extraits dans le film dans lesquels des voisins qui habitent depuis 35 ans le même palier, puis ils ont un balcon en commun, ne se connaissent même pas. Et ça, c'est le gros sujet de ce film, c'est vraiment la solitude et traité de façon très différente. Par tous les différentes personnes qu'on a rencontrées. Justement, un exemple, juste après Barbican, on est parti au Danemark filmer un autre grand ensemble actuel construit très récemment, au début des années 2000 par Bjerke Ingels Group à Copenhague, dans la banlieue de Copenhague. C'est un bâtiment, qui s'appelle le Eight House. Je ne sais pas si vous le connaissez, probablement. C'est un ensemble de 500 logements. Ça mélange aussi. Il y a une école primaire, il y a des commerces, il y a des bureaux. Enfin, voilà. Ils revisitent un peu l'unité d'habitation à la danoise. Et on a, pareil, le même concept, on a habité là-bas pendant 1 mois à peu près. Il y a une famille danoise très gentille qui nous a laissé son appartement pour cette expérience. Et l'idée était de comprendre comment l'architecture est capable ou non de créer du lien social, de créer une idée de communauté, de créer ou d'inviter, disons, les habitants à vivre les uns à côté des autres, ou plutôt à vivre ensemble. Parce que les uns à côté des autres, c'était vraiment le modèle anglais. Et là, pour le coup, ce qui est très étonnant, c'est la réussite de ce bâtiment en termes de création de communauté. Alors, là, c'est plutôt que le temps, c'était vraiment l'espace qui a ordonné la construction du montage de ce film. Et là, vous voyez la maquette avec tous les points jaunes sont les espaces qu'on a visités ou dans lesquels il y a le film entre. Je vous montre un extrait. Det er ikke slægtposer.
laver. Hun hedder altså Emilia. Han siger, han hedder noget andet. Han siger, hej piger. Jeg hedder Jack O'Lantern. Min dyrebare skat er blevet stjålet. Og I skal hjælpe mig med at finde den. Jeg så ham, der stjal den. Han har en hvid kappe på. Og det drysser hvidt fra knoglen på hans ene ben. Det drysser hvidt fra hans ben. Knoglen, du ved, så er der ikke noget på benet, så har han bare sådan en knogle, og så drysser den. Hej piger, har I fundet tyven? Nej. Hvad hvis vi går op på 8-tallet? Hvad hvis vi går op ad trappen? Nala, prøv lige at høre. Prøv lige alle piger at høre efter. Ja. Det er en skattejagt, og det er en leg, og alt sammen er noget, jeg har fundet på. Ikke? They are scared. It's too scary a treasure hunt. Der er noget der. Ej, hvad var det? Det var krabben. Jeg kan ikke. Skal jeg prøve at binde op? Ja. Amelia, salat. Hej piger. Nå for søren. Har I stadigvæk ikke fanget ham? Nej. Okay, nu har I ledt oppe. Der var han ikke. Tror I, vi skal lede nede? For eksempel et sted under jorden? Ja? Nede i kælderen. Det var en god idé. Nede i kælderen, hvordan kommer vi derned? Tag elevatoren. Jeg har bare... Venter vi lige herude. Fordi nu, vi går bare lige herud og venter, så tror jeg, de andre kommer ned. Så skal vi gå og se, hvad de er. Jeg har fat i den. Nej. Jeg håber ikke det. Er det rigtigt? Jeg tror godt. Hvad er det? Er der en sæd? Ja. Der er navne, jeg råber op. Så har vi en Stella. Hvor er Stella hen? Det har jeg. Hold, hvem fanden er det? Voilà. On est évidemment très intéressé par les enfants. Ça nous plaît beaucoup de lire un espace avec les enfants. Ils ont des mouvements complètement différents des nôtres et des visions différentes. Et tout ça, on s'est rendu compte très souvent, parce qu'on filme, dès qu'on peut, on filme les enfants. C'est notre un peu argument préféré. Et on s'est rendu compte que très peu d'architecture, enfin je dirais presque jamais, est pensée pour les enfants. C'est-à-dire qu'on pense une architecture exprès pour les enfants, mais l'architecture qu'on crée, dans laquelle on vit, jamais est pensée pour les enfants. Les enfants sont toujours dans un environnement adulte et ils doivent s'adapter. Donc on essaie toujours de les faire adapter à notre architecture. Donc voilà, on continue toujours avec les personnes âgées aussi, ça nous intéresse beaucoup, comment ils bougent. C'est les grandes difficultés qu'on a dans l'architecture très performante. Et l'architecture très performante est très souvent celle qu'on voit représentée. Après ce film, on en a fait d'autres, donc on est passé aussi à une échelle urbaine. Un peu plus ou moins, non, c'est pas vraiment comme ça, mais plus ou moins, on a commencé par une échelle d'une maison et on a commencé à élargir l'échelle toujours plus.
Et on est arrivé à 24 heures sur place. Par exemple, c'est un film qu'on a fait sur la place de la République, ici à Paris. On a passé 24 heures, de 6 heures du matin à 6 heures du matin du lendemain, et en essayant de comprendre comment la place de la République, qui venait d'être refaite par les architectes TVK, et qui était à 40 ans après le film de Louis Malle, qui est un très beau film sur la place de la République. Donc on s'est dit, faisons une journée entière en voyant les personnes qui passent, comment cette place, qu'est-ce qu'il y a dans cette place, la vie qu'il y a dans cette place. On a fait plus ou moins la même chose aussi pendant une semaine sur les quais de Bordeaux, qui ont changé énormément la ville de Bordeaux. Et après, 2 autres films dont on ne vous parlera pas, parce qu'on parlera maintenant de... Je saute ça. On parlera de notre dernier projet sur lequel on est en train de travailler et qui est vraiment très loin, quelque part, en échelle du premier, parce qu'on travaille sur les très grandes villes. Ce qui nous intéressait énormément, c'est de savoir, plus ou moins, les points sont toujours les mêmes, mais savoir comment la rue, la vie dans la rue, la vie qu'on partage dans un espace en commun, qui est celle de la rue, peut nous changer, à quel point elle peut nous configurer, à quel point elle peut nous influencer notre façon de vivre, évidemment. C'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui influencent, comme la culture, la météo, tout ça, mais aussi l'architecture, à quel point on arrive à accueillir ces différences-là, et surtout, comme le dernier point qu'on avait en bas, à travers l'observation de la vie ordinaire, de ce qui se passe tous les jours dans la rue, à essayer de capter un peu la petite poésie qu'il y a tout le temps dans la rue, qu'on n'a jamais le temps de voir, parce qu'on court, on passe toujours très vite, même si on regarde qu'il y a quelque chose de très beau, on le perçoit comme ça, mais on s'en va parce qu'on a des choses à faire. Alors on s'est dit, prenons le temps pour rester, dès qu'on voit quelque chose qui est intéressant, on y reste, et essayons de comprendre comment cette organisation fonctionne, ces équilibres fonctionnent. Et aussi, une chose qui nous intéressait beaucoup, c'est à quel point la ville crée aussi des comportements chez les habitants. Et on a un exemple qu'on va vous montrer. Alors, je vous en parle tout de suite après. Ça, c'est les 7 films qu'on a fait jusqu'à présent. On est en train de monter le 8e. Donc, on a fait Kyoto, Bogota, Saint-Pétersbourg, Séoul, Naples, Rabat et Tokyo. Et dans tout ça, en fait, ça c'est Bogota, par exemple, où il pleut. C'est l'extrait qu'on va vous montrer, mais je vous explique pourquoi. Et à Bogota, il pleut très, très souvent et très, très fort. Mais juste une demi-heure, pendant 1 heure, pendant la journée, après le soleil revient. Bon, ça c'est Saint-Pétersbourg, c'est incroyablement dans le centre de Saint-Pétersbourg, c'est assez impressionnant. Et ça c'est Séoul, voilà, c'est ce qu'on peut trouver. Ça c'est Naples, c'est toujours Séoul, Kyoto, Rabat, voilà, et Tokyo. Et Rabat toujours. Et Bogota. Alors, l'extrait de Bogota, pour nous, c'est très complexe aussi de parler de ces films parce que c'est 7 films d'1 heure chaque film, donc c'est 7 heures de film, c'est très compliqué de choisir un petit extrait. Mais l'extrait de Bogota auquel on tient beaucoup, c'est parce que ça démontre à quel point, vraiment, pendant la pluie, la ville se transforme. Et comme la ville se transforme, les habitants aussi se transforment. Et ça crée des mécanismes que pendant 1 heure, une demi-heure, crée même une nouvelle sorte de comportement, d'économie, de petits comportements liés à ce moment-là spécifique. On va le regarder et puis on peut terminer sur ça.
¡Ay, qué frío! No, parce. Claro, eso divídelos. Claro, huevón, así es. Más para allá este, que este es. Claro, manito, es eso. Así es, ahí pasa la gente ya. Bueno, la liga para el loco, la liga. Mójalo, loco, mójalo, el que no le dé, mójalo. Tírale agua, tírale agua. Tírale agua, el que no le dé, tírale agua. Que no pegue, que se mueve, que no pegue, que se mueve. 500 la pasada. ¡Ah, 500 la pasada, 500! El que no pegue, que se mueve. Que le den pesqué con los ojos, paguen. Oiga, se reciben reloj, billeteras, carteras, anillos, celulares, plata, besitos de mujeres lindas. Se le da liga Cucho. Liga Cucho, yo la voy a tener. ¡Cobre, loco, cobre! Ya vale. Ya. You speak English? You have to be careful with that camera here, okay? Voilà, globalement, c'est des films assez longs. Il y en a 7. On vient d'en faire un 8e au Qatar, à Doha. Voilà, donc c'est un grand projet qui nous intéresse beaucoup, justement, d'avoir quitté le monde de l'architecture parce que les questionnements sur la façon dont notre environnement au sens large influe nos manières d'être, évidemment, sont encore plus vastes et il y a beaucoup plus de possibles pour nous à l'échelle d'une ville entière. Voilà, je vous remercie beaucoup.